merci de nous faire confiance. Ensemble pour réfléchir. République, parce que les hommes avec grand H et les femmes avec grand F réfléchissent, pas ventre, mais ils réfléchissent, justement réfléchissent nation. Congo, est-ce que le Congo est au centre de nos préoccupations? Les gréco-latins nous ont appris non scolae sed vitam dans discimus. Nous étudions non pas pour l'école, mais pour la vie. Et du coup, mes frères et sœurs congolais, africains, quand ils terminent les études, quand ils ont leur alonginaye, le diplôme des universités dans lesquelles on les achète, et même ceux obtenus dans les écoles où on les achèterait, ils réfléchissent en termes de la vie. Se battre, tout faire pour la vie. Parce que les latins, les gréco-latins leur ont dit, on étudie non pas pour l'école, mais pour la vie. Nous sommes de ceux-là qui parlons ou qui prenons les études pour la société, afin de transformer cette société et de laisser des empreintes. La Constitution en RDC est la loi suprême. Et c'est d'elle, de cette loi fondamentale, que toutes les lois, les autres lois, tirent leur substance. On parle de sa révision, de sa retouche, de sa refonte. Le président de la République a mis fin au débat à partir de la ville martyre, la ville de Kisangani. Tout est communication. Il a choisi Kisangani pour mettre fin à ce débat, alors qu'avant, il disait que ce n'était pas opportun, ce n'était pas le sujet. Alors du jour, on avait plus de préoccupations. Mais la retouche, la refonte, la révision, le changement, quel sera l'apport de tous aussi, ou de cette démarche, dans l'amélioration de la gouvernance? Je dis bien dans la bonne gouvernance. La question caresse l'esprit de beaucoup de Congolais. Il y a des nonistes, il y a des oui-ouistes, il y a des réservistes. Oscar Moubiaï est avec nous pour réfléchir dans ce numéro. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue, merci monsieur le journaliste. Heureux de vous retrouver après un certain temps. Et aussi, nous saluons chaleureusement vos téléspectateurs qui vous suivent et on est là prêt au débat. Il n'y aura pas de débat. Moi, je vais vous poser des questions et vous allez répondre. Vous êtes parmi les oui-ouistes, les yes-men de cette révision, cette retouche, mais pas par exemple, faire ce qu'on appelle requiem, chanter requiem de cette constitution, mais plutôt la retouche. Oscar Moubiaï, vous êtes avocat au barreau de Lille en France. En RDC, votre pays d'origine, vous défendez par moments certaines causes sans être inscrit au barreau. C'est une parenthèse. Alors, est-ce qu'il... D'abord, cette sortie médiatique du président de la République qui s'adressait au Boyomé, à tous les Congolais à partir de la population de Kisangani, je n'entre pas dans les considérations opposant à un Zala, je n'entre pas dans autres, dans les polémiques des politiciens. Je voudrais qu'on s'attarde sur l'essentiel. Il a mis fin au débat ou il a donné son avis en tant que citoyen congolais. Écoutez, avant de vous répondre là-dessus, vous venez de glisser une incise qui permet que je puisse bien fixer les choses. Il y va de la crédibilité. Concernant, bon, je n'ai pas parlé de moi-même, mais simplement dire tout simplement que défendre certaines causes sans être inscrit au barreau. Non, je suis inscrit à un barreau, vous l'avez dit, je suis inscrit au barreau de Lille en France. Et donc, pour maintenant
dire qu'on doit venir au Congo et demander l'inscription, s'y installer, bon, ce n'est pas encore à l'ordre du jour pour moi. Et donc, à partir de là, ça ne me pose aucun problème d'être avocat. On est avocat partout où l'on est au monde. Un avocat, c'est un citoyen du monde. C'est dans ce cas-là que vous connaissez de Vergès, vous connaissez de Dupond-Moretti et pourquoi pas Maître Oscar. Sauf que nous n'avons pas la même couleur de peau et quand on n'a pas la même couleur de peau, on arrive chez soi où on s'ébite à certaines hostilités. Mais ça n'était pas le sujet. Vous êtes à la tête d'une ONG, organisation non gouvernementale, dénommée État des droits l'État de droit en marche. Oui. Très important, c'est le complément, il faut ajouter État de droit en marche. Mais Oscar Mobiayi, avant de revenir à la question principale, la première, vous êtes en France, est-ce que vous avez été aux côtés du défenseur de la cause congolaise et des Congolais Charles Onana, le panafricain, est-ce que vous avez été parmi ceux-là qui le soutiennent? Parce que les médias corrompus, les médias mensonges et manipulateurs de l'Europe sont déjà en train d'influencer le tribunal à prendre cause pour l'agresseur. Écoutez, pour être avocat en France, je crois que le juge français est suffisamment indépendant. Et là, on peut lui faire toute confiance. Et donc, le juge dira les droits, comme cela l'exige. Je crois que... Il y a l'influence aussi des médias français qui sont... Vous sentez que le traitement, c'est un traitement partiel, donc partial, c'est un traitement pro l'agresseur. Et vous sentez que c'est l'Élysée, c'est le Quai d'Orsay qui a mis tous les moyens en marche. Écoutez, en France... les droits ne se disent pas dans les médias, ils se disent au tribunal. Et donc, à partir de là, tout ce qu'il y a comme influence médiatique et consort, je crois que le juge français il est bien préparé, bien armé pour ne pas se laisser emporter dans ce qu'on appelle l'influence médiatique. Ceci étant, je suis au contact permanent avec Freddy Moulumba, qui est à la tête de l'organisation pour le soutien à Charles Onana. Et je suis donc du côté... Au niveau de Kinshasa, au pays, il n'y a pas une grande mobilisation. C'est plutôt en Europe qu'on a vu. Au pays, même les médias n'en font pas leur chou gras. Mais ça, c'est le problème de... Il aurait été très intéressant que notre pays puisse s'impliquer au soutien de Charles Onana. Et cette implication passe par que le pays devrait prendre les avocats. Nous sommes nombreux avocats d'origine congolaise en France pour que nous nous conçuions en collectif pour apporter le soutien à la barre à Charles Onana en prenant sa défense. J'ai déjà eu à prendre position comme avocat de Jacques Matan, qui est notre compatriote congolais, qui est à BBC, votre collègue Jacques Matan, qui est à BBC au Sénégal, qui a été effectivement viré de BBC sur demande évidemment de M. Kagame. Et donc on est présent, mais comme avocat on ne doit pas s'inviter sans être invité. Très bien. Donc nous accordons tout notre soutien à Charles Onana et nous sommes vraiment clairs et nets en tant que nationalistes contre cette agression de notre pays par le Rwanda. Et l'attaque contre Charles Onana n'est qu'une autre manifestation de cette agression rwandaise. Et c'est pour cela que nous prenons, pour revenir à votre thématique sur la Constitution. Justement, nous prenons... Tshisekedi a-t-il mis fin à ce débat en tant que révision, oui ou non, en tant que citoyen congolais ou lui-même le premier... comment on appelle, le chef de l'État. Donc les carottes sont cuites, nous sommes engagés dans la révision constitutionnelle. Non, écoutez, Monsieur le Président de la République n'a pas mis fin au débat, mais au contraire a ouvert les débats dans la mesure où ce débat était dans la rue et il a voulu l'institutionnaliser par une commission
qui va être mise en place pour réfléchir autour de la question de est-ce qu'on revise la Constitution ou on la change. Moi, je suis pour le changement de la Constitution et non pas pour sa révision. Et donc, qui dit changement de la Constitution veut dire le changement de régime. Et c'est pour cela, depuis de longues années, je lutte et milite pour quitter de la Troisième République et entrer dans la Quatrième République. Et cela passe par le changement de la Constitution. Donc, je ne suis pas pour des réformettes, pour bouger des petits articles. Ça ne suffira pas. Donc, il faut tout chambouler. Parce que cette Constitution repose sur un socle où il y a des fissures fondamentales. Donc, quand la fondation n'est pas bonne plutôt, et tout l'édifice s'écroule. Et donc, nous sommes, pourquoi je démontre qu'il faut nécessairement le changement de la Constitution, non pas sa révision. Parce que nous devons quitter les régimes semi-présidentiels, alors parlementaires où nous sommes. J'aurai à le démontrer parce qu'académiquement, on dit que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Ça, ce n'est qu'une appellation, mais en réalité, nous avons un régime à couleur parlementaire. Et donc, l'expérience, retour sur expérience, ça n'a pas donné. Quand vous prenez, depuis que nous avons accédé à l'indépendance, la tentative que nous avons eue de la Première République, c'est qu'on est allé vers le régime parlementaire, ça n'a pas marché. Et avec ces chiffons de la Constitution de la Troisième République, on a tenté encore la couleur parlementaire du régime dans ce que l'on a appelé le mariage FCC cash, ça n'a pas marché. Donc cette Constitution est frappée d'une maladie congénitale et que si nous ne quittons pas, eh ben, ça va nous entraîner à la mort, donc ça va entraîner toute la société à la mort. Est-ce que ce n'est pas une erreur grave de votre part, une erreur grave de jugement, lorsque vous semblez mettre tout dans le même sac pour dire c'est un chiffon de la Troisième République? Est-ce que tout ce qui est dans cette loi fondamentale est négatif? État des droits, séparation des pouvoirs justement, qui implique séparation des pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, et puis on ne fait pas allusion à ce fameux quatrième pouvoir, sans pouvoir. Je parle de la presse. Voilà, je parle de ces trois pouvoirs. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? Bon, déjà, en 2007, quand je termine mes études à Paris 5, Madame Camilleri, notre professeur, parce qu'ici j'entends beaucoup, on cite certains professeurs qui ont été mes professeurs, comme Madame Camilleri, comme M. Roubevillois, et nous a posé cette question-là pour dire, croyez-vous que la démocratie occidentale, le moteur de la démocratie occidentale, marche encore? La réponse est non, par rapport à la séparation des pouvoirs que vous dites. Déjà, il faut dire que, contrairement à ce qui est enseigné à nos étudiants, Montesquieu n'a jamais, en réalité, parlé de séparation de pouvoir au sens qu'on l'entend, mais c'est par un abscus compo de Descartes, Coquito et Ergo Sum qu'on arrive à ce qu'en réalité, il a voulu la collaboration des pouvoirs et non pas la séparation des pouvoirs. Et donc, quand vous prenez la séparation des pouvoirs que vous invoquez, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, ça doit être séparé. Très bien. Mais je vais vous démontrer que dans cette Constitution, il n'y a pas cette séparation de pouvoir. Pourquoi? Est-ce que c'est la Constitution ou ce sont les animateurs des institutions qui plongent les Congos ou les Congolais dans la confusion? Non, ce n'est pas question d'homme. C'est vrai qu'en matière constitutionnelle et institutionnelle, il y a ce que l'on appelle équation personnelle. Et je vous le démontrerai plus long. Mais simplement, avant qu'on en arrive à cette équation personnelle d'homme, il y a aussi des textes d'abord. Alors, nos textes, comme je vous ai dit, sont conflictogènes. Et donc, notre constitution, la fameuse constitution de la Troisième République, est frappée d'une maladie congénitale et dont il faut guérir. Et la meilleure façon de guérir, c'est changer. Pourquoi ça? Première chose. Nous avons l'héros national et tout le monde est unanime là-dessus. C'est Lumumba qui a dit
qu'un jour l'histoire de notre pays sera écrite, non plus à New York, ni Paris, ni Sand City. Et si on parle science, Oscar Moubiaï, droit, ou on parle politique, question d'écrire tout à Kinshasa. Non, même si le contenu reste valable, le contenu n'a pas de problème. Le problème se poserait au niveau des animateurs, des institutions. Et maintenant, ici, là, ça devient un débat politique. Non, écoutez, la Constitution, c'est essentiellement politique. Pourquoi la Constitution est essentiellement politique? Parce que la Constitution, c'est quoi, en fait? C'est un acte, n'est-ce pas? J'entends certains dire que doit être un acte écrit. Non, mais la Constitution n'est pas nécessairement écrite. Nous avons des Constitutions non écrites. Donc ça, nos étudiants doivent le retenir. Si maintenant vous avez des professeurs qui enseignent autre chose que la science, ça pose problème. Je n'ai rien contre, mais j'ai entendu, bon, ils disent apprenant, qui dit que la Constitution est un acte que écrit. Non, la Constitution est un acte essentiellement écrit, mais il y a des Constitutions non écrites. Exemple de l'Angleterre, qui d'ailleurs qui a tout inventé, au fait, on va dire comme ça. Mais ce qu'il faut retenir ici, est qu'au-delà de l'aspect des hommes animateurs, non, c'est la Constitution en elle-même. Notre Constitution en elle-même met quel type de régime? Il met en place un régime dit semi-présidentiel. Bon, très bien. Quand on dit un régime semi-présidentiel, il faut considérer que c'est un régime hybride. On aurait pu aussi l'appeler semi-parlementaire. Parce qu'un régime semi-présidentiel, c'est celui qui épouse les mécanismes du régime présidentiel et les mécanismes du régime parlementaire. Donc à la base, nous n'avons que deux régimes. Nous avons le régime parlementaire, dont le critère essentiel est qu'il y a les législatifs qui renversent l'exécutif et l'exécutif renverse les législatifs. Ça, c'est le régime parlementaire. C'est ça le critère essentiel, qui est reconnu dans notre Constitution. Le gouvernement est responsable devant le Parlement, donc le Parlement peut renverser le gouvernement par une motion de censure, et inversement, l'exécutif peut dissoudre le Parlement. Et donc, ça, c'est les mécanismes du régime parlementaire. On a vu que la France, qui a ce régime semi-présidentiel avec mécanisme parlementaire, a dissous, et vous sentez qu'en France, il y a la crise. Et vous avez maintenant le mécanisme présidentiel parce que quand les Américains s'affranchissent... La crise en France, elle est d'abord une crise que vous connaissez, vous y passez une partie de votre vie, 300 milliards de déficit. Le pays a des difficultés, vous savez, il est en train de perdre quelques pays en Afrique et tout ça déboussolé. Alors, c'est une crise politique ou elle est d'abord financière? Non, non, et ça c'est un autre débat sur les finances publiques. Vous savez que la France n'est pas bonne élève en matière de respect de plafond de l'Union européenne qui est à 3% pour ne pas dépasser. Mais le dépassement budgétaire n'est toujours pas nécessairement une mauvaise chose. Donc ça fait des années que l'on dit que la France, le Premier ministre Fillon avait dit que la France était un pays en faillite, mais il ne faut pas que l'on compare et que l'on mélange. En France... Voilà, on ferme la parenthèse. Oui, parce qu'en France... Tshisekedi est révisionniste. Non, 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 il faut qu'on comprenne bien. Vous prenez justement la refonte. Le président de la République n'a juste posé les caps. Parce qu'un président de la République, c'est celui qui indique les caps après avoir entendu le débat Ox Populi, Ox Dei, donc la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le président a dit, comme dirait Giscard, je vous ai entendu. Après avoir entendu, et nous sommes heureux qu'il nous ait entendu, après avoir entendu qu'il y avait ce débat, a dit qu'il va mettre en place une commission. C'est cette commission qui pourra maintenant déterminer. Le président n'a pas pris l'option. Il a dit soit on va aller vers le changement, soit on va aller vers la révision. Bon, il faut considérer que la révision, c'est qu'on bouge quelques articles, alors que le changement, on sort carrément de la 3e République vers la 4e République. Et donc, c'est cette commission qui déterminera si on va réviser ou on va changer. Mais moi, je vous dis que je suis déjà pour le changement. Et pourquoi je suis pour le changement? J'étais en train de vous le dire, que le régime, l'expérience du régime semi-présidentiel. Vous savez qu'au monde, il n'y a pas de régime semi-présidentiel en dehors de la France. Donc la France, à la sortie de la guerre, étant une grande puissance,
ne pouvait pas imiter les Anglais qui avaient un régime parlementaire, ne pouvait pas imiter les Américains qui ont dit qu'ils doivent, en tout cas en s'affranchissant de leurs oncles, les Anglais, les Américains ont dit qu'ils mettent absolument un régime présidentiel. Bon, maintenant la France, qui est une grande puissance, a dit, bon écoutez, moi je prends une partie du parlementaire chez les Britanniques et une partie du présidentiel chez les Américains. Ce qui fait que le critère essentiel d'un régime présidentiel, c'est le suffrage universel. Bon, aujourd'hui, maintenant, nous en sommes là. En étant où nous sommes, l'expérience Lumumba, Kasavubu, ça n'a pas donné. Et pourquoi ça n'a pas donné? Parce que nous avions un mécanisme d'un régime parlementaire où nous avons repris le fameux article 78 et le président de la République nomme et met fin aux fonctions. Mais on n'a pas voulu dire révoque pour ne pas reprendre ce qui avait été dit en 60. Que cela ne tienne, mais c'est la même chose parce que dans un régime semi-présidentiel, le président met fin. Bon, sauf que c'est sur sa démission. Maintenant, vous avez vu la crise Ilokamba, Tshisekedi, donc FCC cache les divorces. Quand vous mettez à votre article 78, bon, tous les articles de la Constitution de la Troisième République, de 1 au dernier, je peux les critiquer. Mais critiquer les articles, c'est pour changer les articles et maintenir la même structure, la même Constitution. Donc, moi, je ne perdrai pas mon temps à critiquer et démontrer cela. Mais je peux vous les démontrer. Mais moi, je suis pour le changement. Donc, je ne critique pas quelques articles, je critique les tout et je dis qu'on mette les tout à la poubelle. Et donc, vous avez eu la crise Tshisekedi, au FCC cache, c'était dû à quoi? L'article 78 de son intelligence, c'est que quand le Premier ministre ne se met plus en harmonie avec le président de la République, il doit démissionner. Or, nous n'avons pas la culture de démission. Il refuse comme Ilokamba l'a fait. En ce moment-là, on fait quoi? On est dans une crise. Ça, c'est un exemple. Vous prenez un deuxième exemple qui va de pair avec l'article 78. C'est pour ça, d'ailleurs, on dit que même chez les Occidentaux, chez la France, où on a mis ce régime semi-présidentiel, où on considère que les gens ont une grande culture politique déjà suffisante et ils sont hommes d'État. Malgré ça, on dit que, dans les annales, on dit que le président de Gaulle, c'est lui qui a mis en place le régime semi-présidentiel, exigeait de ses premiers ministres à lui signer avant d'entrer en fonction la lettre de démission. C'était pour prévoir les risques qu'il y a que si le Premier ministre refuse. Bon, maintenant, quand on est homme d'État, on doit démissionner. Mais quand on n'est pas homme d'État, vous savez qu'Abdoulaye Wade a dit que les hommes politiques congolais manquaient d'éthique. Et lui-même, Abdoulaye Wade, pas un modèle. Vous savez, la gestion ou la gouvernance sous Abdoulaye Wade au Sénégal, avec l'enrichissement illicite de son fils, vous connaissez pas un modèle, pas même un modèle, une référence à citer dans un discours politique ou sur un plateau. Cela n'enlève pas. Ce monsieur, je crois qu'il n'était pas digne de critiquer les Congolais. Alors, nous fermons la parenthèse. Si vous le permettez. Dans ce que nous vivons actuellement, oui, certains juristes redoutent que les réformes, entre guillemets, actuelles qui seraient initiées au gouvernement et surtout chantées à tue-tête au ministère de Justice, garde des Sceaux, ces réformes puissent être incluses dans la révision constitutionnelle au point de rendre la magistrature ou l'appareil judiciaire comme un petit oiseau entre les mains ou dans la main du pouvoir exécutif qui lui donnerait à souhait la mort ou la vie. Vous comprenez ce qui se passe actuellement, que la magistrature observe le populisme au niveau de l'exécutif avec le nom du magistrat suprême chanté comme un refrain par l'actuel ministre de Justice, voilà, qui fait tout, qui libère qui il veut, même les condamnés, voilà, ainsi de suite. Nous vivons une cacophonie qui risque, au nom des réformes, d'être incorporée dans la révision constitutionnelle. Quelle est votre lecture personnelle objective? Oui, ma lecture très objective, c'est que ça me fait un peu rire. Quand vous dites ce que vous venez de dire, je vous fais remarquer que
c'est les gens aujourd'hui qui vous disent non à la révision constitutionnelle qui, en premier, ont porté atteinte à l'indépendance de la justice par la révision de 2011. Et en 2011, ce n'est pas M. Tshisekedi qui était au pouvoir, c'est M. Kabila avec FCC. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand vous prenez l'article 149 de la Constitution, n'est-ce pas, qui a été révisé en 2011. Qu'est-ce que disait cet article 149? L'article 149 disait ceci. Le pouvoir judiciaire comprend les cours et tribunaux ainsi que les parquets qui y sont attachés. En 2011, inspiré évidemment par leur laboratoire mal inspiré, il dit le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Haute Cour militaire, ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires. Ça, c'est l'article 140. Ça, c'est la rédaction suite à la révision de 2011. Voilà. Quand vous prenez la rédaction de 2011, l'on disait que le pouvoir judiciaire comprend les cours et tribunaux ainsi que les parquets qui y sont attachés. Ça, c'est la révision de 2011 qui a enlevé l'incise ainsi que pour laisser le pouvoir judiciaire qu'entre les mains des cours et tribunaux et détacher les parquets pour les rattacher à l'exécutif. Une grande erreur de cette révision anticonstitutionnelle de 2011. Pourquoi? Donc avec cette constitution, le ministre de Justice ne peut pas être interpellé par les cours et tribunaux, par exemple un haut magistrat au niveau de la Cour de cassation, par exemple, le procureur général près la Cour de cassation. Non, par être interpellé, c'est le ministre de la Justice, s'il commet une infraction, il peut être interpellé, il est justiciable comme tout le monde. Tout simplement, le pouvoir judiciaire comprenait, dans la conception congolaise, comprenait les cours et tribunaux ainsi que les parquets, qui faisaient partie du pouvoir judiciaire. La révision de 2011, qui est anticonstitutionnelle, la révision initiée par le FCC, parce qu'aujourd'hui on dit que Tshisekedi viole la Constitution, Tshisekedi n'a jamais fait une réforme quelconque qui touche à la Constitution. C'est le FCC qui a violé la Constitution par la révision de 2011. En quoi cette révision est anticonstitutionnelle? Quand vous irez vers ce qu'on vous dit les articles verrouillés, on dit qu'on ne peut pas avoir une réforme qui a pour effet de porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire, contrairement, parce qu'ils vont vous dire en France, en Belgique, c'est ça la difficulté d'imiter les histoires qu'on a vues chez les Occidentaux. En France, par exemple, le magistrat du parquet n'aimait pas une personne en détention. Ici au Congo, le magistrat du parquet, sans passer par le juge, met une personne et prive quelqu'un de sa liberté directement en prenant ce que l'on appelle mandat d'arrêt provisoire, qui est une ordonnance. Or, cette ordonnance a pour effet de priver à quelqu'un de la liberté pendant 5 jours. Ce qui est gravissime quand vous êtes privé de votre liberté pendant 5 jours. En France, ce n'est pas possible. Il faut passer devant un juge qu'on appelle juge de liberté de détention. Au Congo, ce n'est pas le cas. On vous envoie d'abord en prison. La France, toujours un modèle. Apparemment, vous évoquez beaucoup la France. Là. Nous sommes en RDC. Mais la RDC n'a fait que copier-coller de la France. Alors, et de la Belgique. Il faut, et moi, au contraire, rester original. Au contraire, non, ils ne sont pas. Non, il faut être original. Non, ici, il faut être original. Il faut être original, mais en bien, pas en mal. Je vous démontre les risques de cette révision de 2011. Je suis en train de vous démontrer que le magistrat du parquet peut vous priver de votre liberté pendant 5 jours de manière tout à fait illégale, sans que personne en contre-pouvoir ne vienne. C'est vous qui m'avez parlé de séparation des pouvoirs. On ne peut pas être juge et parti. Le parquet que vous interpelle, monsieur Fabien Lombala, vous êtes convoqué à mon bureau et vous arrivez et dites que parce que vous avez commis ce que l'on peut appeler diffamation, c'est l'infraction que vous êtes très reproché, vous autres les journalistes, et au nom de son pouvoir, le tout-puissant du parquet, il vous amène, il vous mappe, ça veut dire il vous envoie en prison. Ce pouvoir-là est très exorbitant et trop grave. C'est pour ça que les constitutions de 2006 n'avaient pas mis le magistrat du parquet sous l'ordre du ministère de la Justice. Il l'avait rendu indépendant en le mettant avec les cours et tribunaux pour dire qu'il est indépendant. Quand vous avez lu 149, vous voyez qu'il n'y a plus le parquet. Et donc, ils ont mis le magistrat du parquet sous l'ordre de l'exécutif. Alors, est-ce que ce qui veut dire... C'est une erreur grave, quand même. Gravissime.
Parce ça, que le ministre de la Justice aurait le ministère public comme un petit oiseau dans sa main, à souhait lui donner la mort, à souhait lui laisser la vie. Et pour besoin de règlements politiques, ils peuvent vous faire enfermer, le ministre de la Justice, en donnant l'ordre aux magistrats qui c'est ce que certains juristes redoutent vers cette révision. Mais non, mais pas ce qu'on redoute, c'est ce qu'ils ont fait déjà, en 2011. Vous comprenez la gravité. En 2011, ça a été fait. Et donc là, je vous ai démontré que les chantres de dire non à la révision, eux-mêmes ont violé la Constitution en 2011 en faisant une révision anticonstitutionnelle. Le président Akisangani déplore dans son adresse au Boyomé et aux Congolais, il déplore ce spectacle entre les exécutifs provinciaux et les organes délibérants, ainsi de suite, tout ça. Bon, mais ça sont les individus ou c'est la loi fondamentale? Non. L'autre question. Oui. Des grands, en fait, les constitutionnalistes, je n'en vois pas des très grands, du Congo, Mbata, Isambo, en son temps, Bochab, il semble qu'il est constitutionnaliste, Bochab. Et puis, tant d'autres, il y a quelques années, ils avaient décrié la révision constitutionnelle, et certains avaient dit que cette constitution était la meilleure. Alors aujourd'hui, ils sont rattrapés par ce qu'ils avaient dit. Qu'est-ce qui se passe là? Où allons-nous? Avec la science au service du présent ou la science au service de la société? Bien, écoutez, ça me permet à clarifier un peu parce que j'ai entendu... J'ai posé 2 questions. Hein, voilà. Je vais y répondre. J'ai entendu les voix s'élever pour dire que le président de la République aurait injurié les opposants en disant bah, « opposants Zala ». Donc là, on a fait une traduction littérale de ce qu'il dit. Autrement dit, il y a un philosophe qui a dit la misère de la science ou la science de misère. C'est ce que vous venez de dire. Là, vous avez la science de misère ou la misère de la science. Vous avez l'opposition de misère ou la misère de l'opposition. Je ne suis pas dans ça, moi. Non, maintenant, c'est pour vous dire quoi? Vous me dites les constitutions. Bah, écoutez, moi, je ne suis pas là pour ne pas reconnaître les mérites des grands au Congo. Bon, ceux que vous me citez sont les grands noms. C'est eux qui ont la chair du droit constitutionnel. Toujours est-il que la science doit être mise à l'épreuve et quand on est jugé, il faut qu'on vous retrouve debout et non pas couché. Et si vous avez l'inclination vers le bas, ça va être difficile. Et donc, la science est une affirmation d'une vérité, laquelle vérité se vérifie en toutes circonstances. Si maintenant une vérité n'est pas vérifiable en toutes circonstances, ça change comme des caméléons, à ce moment-là, ce n'est plus la science, ça devient subjectif. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? Le camp des constitutionnalistes qui souhaitaient la révision de la Constitution, vous connaissez même des livres qui sont sortis, je n'entends pas les citer. Ils souhaitaient la révision quand ils étaient au pouvoir. Aujourd'hui, c'est le même camp qui dit non à la révision quand ils sont dans l'opposition. Et ceux qui étaient dans l'opposition hier, qui refusaient la révision, sont pour la révision aujourd'hui. Donc la difficulté de notre pays... Vous sentez que là, on n'est pas au niveau de la grandeur de ces grands qu'on a, mais le problème, c'est... En fait, ce qui affecte un peu le commun des mortels que nous sommes, c'est l'inconstance, la versatilité, non seulement des politiques, mais aussi celle des scientifiques. Oui, mais la difficulté, c'est que nous sommes dans un pays où les noms, enfin, les contenants l'emportent plus que sur le contenu. C'est ça le virus congolais. On est grand par les noms et non pas par les réalisations. Et donc, ce que nous pouvons conseiller, si on peut se le permettre en tant que citoyen, c'est que dans la commission qui va être mise en place par le président de la République, que l'on veille à ne pas toujours chercher des grandeurs de noms, spécialistes en ceci, spécialistes en cela. Et surtout, nous avons une difficulté au Congo où on dit les scientifiques. Mais ailleurs, quand on crée des commissions, on crée des commissions entre les scientifiques et les professionnels pour faire un mélange entre la théorie et la pratique. Moi, je suis avocat, donc je suis un praticien du droit, je suis un professeur du droit. Quand vous êtes un professeur, vous venez
Vous êtes dans des auditoires, c'est bien vous donner la théorie, mais entre la théorie et la pratique, il y a la marche. C'est pour ça qu'il faut, dans la commission, mélanger les professionnels et le scientifique. Je reviens à cette préoccupation. Le président a illustré un cas. Ces discussions, tensions entre les organes délibérants et les exécutifs provinciaux, c'est j'y reviens très une affaire rapidement. Des hommes qui ne comprennent pas ce qui se passe, ou c'est l'affaire de la Constitution? Non, c'est totalement l'affaire de la Constitution. Que dit notre Constitution? D'abord, notre Constitution nous a pondu un monstre qui ne dit pas son nom par rapport aux entités dites décentralisées. Quand vous entendez aujourd'hui parler les Congolais, s'il y a un pont qui se casse à Kabe et Kamanga, ils vont dire que c'est le président de la République Tshisekedi qui est responsable. Or, nous sommes dans un état dit, on ne sait pas lequel, hein, on va dire décentralisé ou régionalisme. Alors, je vais faire la différence entre les deux. Quand on parle de décentralisation, ça veut dire les compétences entre le pouvoir central et les entités décentralisées, ce n'est pas défini dans la Constitution. C'est dans une loi. Ce qu'on dit, la loi de la décentralisation. Quand on parle de régionalisme, c'est beaucoup plus au degré d'autonomie. La répartition des compétences entre les régions et le pouvoir central est définie dans la Constitution. Alors, dans notre Constitution, vous verrez quoi? Vous verrez qu'on vous dit qu'il y a répartition des compétences entre les entités décentralisées et le pouvoir central. Et donc, cette répartition ne devait pas se faire au sein de la Constitution. Comme c'est fait au sein de la Constitution, nous sortons de la décentralisation, nous entrons dans ce qu'on appelle le régionalisme. Alors, ça c'est la première chose. Vous comprenez qu'on a créé un monstre. Maintenant, dans ce que le président de la République vous dit, c'est quoi? Le gouverneur de province, retour sur l'expérience, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi? Parce que le gouverneur de province tombe tout le temps par ce que l'on appelle des motions de censure. Et donc, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à une instabilité gouvernementale par rapport au gouvernement provincial. Les gouvernements provinciaux n'ont pas fonctionné. Alors, qu'est-ce qu'on va aujourd'hui imaginer comme réforme? On imagine ce qui avait marché très bien sur Mobutu. C'est quoi qui avait marché bien sur Mobutu? Vous êtes du Bas-Congo, on vous envoie ailleurs. J'espère que ce n'est pas une urgence revenir à la territoriale des non-originaires, mais chaque année, nous couvrons des conférences dites des gouverneurs, présidées par le chef de l'État lui-même. Alors, est-ce qu'on ne rappelle pas ces gens à l'ordre? Et souvent, les présidents des assemblées, des organes délibérants descendent à Kinshasa, rappeler, ainsi de suite. Pourquoi c'est désordre entretenu? Mais c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Déjà, on ne peut pas concevoir ce qu'on appelle conférence des gouverneurs. Le régime ne le permet pas. Vous ne pouvez pas dire, quand on dit décentralisation, ça veut dire que le gouverneur de province est élu par le peuple. On est d'accord. Et quand on est élu par le peuple, on ne peut pas être révoqué. Parce que le peuple est souverain. Comment voulez-vous avoir un gouverneur qui est élu par le peuple, qu'il puisse être révoqué, c'est l'article 198, qu'il puisse être révoqué par le président de la République? Ce n'est pas possible. Mais alors, cette révision, est-ce que vous pensez qu'elle est opportune? Non, là, ça n'appelle pas la révision. Est-ce qu'elle est opportune, même cette refonte, est-ce qu'elle est opportune, surtout quand elle est initiée par ce régime en place? Est-ce qu'il ne fallait pas la faire pendant le premier mandat pour que, pendant le deuxième mandat, tout soit capitalisé de manière à ce que cela améliore la gouvernance selon... je ne sais pas si vous voulez au Congo que les anges du ciel viennent faire des réformes. Quand le président est élu, c'est pour qu'il fasse des réformes. D'accord? S'il avait fait des réformes pendant le premier mandat, qu'est-ce qu'on aurait pu dire qu'il prépare son deuxième mandat? Et donc, un homme d'État est différent d'un homme politique. Un politicien est celui qui pense aux prochaines élections, alors qu'un homme d'État est celui qui pense aux prochaines générations. Donc aujourd'hui, M. Tshisekedi est le mieux placé pour initier cette grande réforme qui est celle de changement de la Constitution. Pourquoi? Parce qu'il est à son deuxième mandat. Donc on ne peut pas lui imputer des ambitions de représentation. Mais ça se fait quand même pendant une période de guerre. Le pays, à moins qu'on nous dise le contraire, le pays est agressé et
une partie, hein, une partie de son territoire sous les bottes de l'armée rwandaise avec ses parrains occidentaux. Voilà, c'est connu tous, les multinationales. Et est-ce que c'est le momentum? Ben, par rapport au momentum, qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà, cela pose la question de lier le changement de la Constitution par rapport à la sécurité, le changement de la Constitution par rapport au développement. Et il y a l'état de siège, oui. Bon, commençons maintenant. On voudrait assouplir. Bon, maintenant, si l'on impute à Tshisekedi les intentions que l'on a, qui met en place l'état de siège, c'est M. Tshisekedi. Et pour qu'il lève l'état de siège, ça ne pose aucun problème. Et donc, s'il avait des ambitions comme celle-là, il lèverait l'état de siège, première chose. Et ayant levé l'état de siège, on lui donne l'initiative, n'est-ce pas, de révision constitutionnelle parce qu'il en a l'initiative. Et donc, tout ce qu'on lui impute là, il aurait pu changer. Alors, je vais vous faire remarquer une chose de très importante. Et nous atterrissons par cette question principale, le changement de la Constitution. Quand vous regardez la série des détournements avec le travail que l'IGF fait, quand vous suivez cette affaire de surfacturation, on parle, il y a un terme là-bas, c'est pas l'empadérisme ou quoi encore. L'empadérisme, oui, bon, tout ce que vous entendez durant ce temps et pour lequel le président est en train, par moments en colère, ou un comportement contre lequel il est en colère, qu'est-ce que la révision constitutionnelle ou la réforme totale de cette loi fondamentale ça va changer dans la gouvernance de ce pays? Bon. Nous nous regardons dans les yeux et nous nous disons quand même la vérité. Je vous regarde dans les yeux et je vous dis la vérité. Vous faites venir un professionnel du droit. Et donc tout ce que je vous dis, c'est en même temps que je critique, en même temps j'apporte des réformes. Déjà, il faut vider très rapidement votre question pertinente qui nécessite nécessairement qu'il y ait changement de la Constitution. Et c'est par là que vous allez terminer. Par rapport à la gouvernance de nos provinces. Nos retours sur expérience, nos provinces se sont caractérisées par l'instabilité institutionnelle provinciale, avec des motions que vous-même vous avez appelées motions de censure alimentaire. Ça a entraîné que les gouvernements ne peuvent pas fonctionner. Alors, que devons-nous faire? Est-ce qu'il faut attendre la guerre pour que les gens commencent à manger? La réponse est non. Puisque quand vous dites qu'il faut donner à manger, beaucoup plus on dit qu'il faut que Tshisekedi donne à manger. Alors que dans un régime décentralisé, c'est l'autonomie des provinces, c'est les gouverneurs, les bourgmestres, parce que la décentralisation entraîne qu'il y ait qu'on approche l'administration au peuple. Alors, maintenant, malheureusement, dans notre mental congolais, ce n'est pas le bourgmestre qui doit ranger les ponts, qui est en train de s'écrouler à côté de lui. C'est Tshisekedi qui est à Kinshasa, de Kinshasa où il est, il doit voir ce qui s'est fait à Kabeyi-Kamanga. Vous comprenez que ce ne correspond pas à notre mentalité. Et donc cette décentralisation-là n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que des motions alimentaires. Première chose. Deuxième chose, vous avez dit par la Constitution qu'il y a la décentralisation. La décentralisation, c'est rendre le gouverneur autonome vis-à-vis du pouvoir central. Or, nos gouverneurs ne sont pas autonomes vis-à-vis du pouvoir central. Vous avez entendu que le ministre de l'Intérieur peut se permettre de suspendre un gouverneur ou de le faire convoquer de là où il est. Vous avez l'article 198 de la Constitution qui permet que le président de la République peut révoquer un gouverneur. Ce qui entraîne que dans un régime de santé, ce n'est pas possible. Mais on l'a dit quand même, je ne sais pas qui a rédigé cette Constitution que j'appelle chiffon, parce que quand on a été élu par le peuple, qui est le souverain? C'est le peuple. Et donc un gouverneur est élu. Pourquoi il est élu? C'est pour qu'il ne soit pas soumis au dictat du pouvoir central. Comment quelqu'un qui est élu par un peuple peut être révoqué par un homme? Ça, c'est ce qui a été mis dans cette Constitution. L'article 198. Un gouverneur peut être révoqué par le président de la République. Ce n'est pas possible. Vous l'avez invoqué, conférence des gouverneurs. Qu'est-ce que ça veut dire? On va inviter tous les gouverneurs qui réclament leur autonomie par rapport à Kinshasa, mais on va les inviter pour leur donner les dictats par Kinshasa. Conséquence, les gouverneurs ont peur du président de la République, de sorte que quand il veut prendre une politique locale par rapport au port de Matadi, il ne pourra pas, parce que les multinationales vont dire qu'il ne faut pas
laisser seulement le port de Matadi en ouvrant les ponts entre Pointe-Noire pour que le marchandise arrive facilement, Tchikapa pour que ça arrive facilement, il est dit non, 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 il faut bloquer que ça soit seulement à Matadi. Et donc, on ne peut pas agir parce que les multinationales vont voir les ministres et les ministres ont le pouvoir sur le gouverneur alors que le gouverneur est censé être autonome. Donc, ça ne va pas marcher. Ça s'appelle développement. Et la Constitution, pour maintenant changer cela, dire qu'on revient à la case de ce que Mobutu faisait, ça appelle le changement de la Constitution parce qu'il faut sortir maintenant du régime parlementaire provincial pour entrer au régime présidentiel. Et de sorte que les gouverneurs ne seront plus élus, vont être nommés. Et ça permet le changement de la Constitution. Et tout le monde est unanime que les gouvernements provinciaux ne fonctionnent pas. Est-ce que la démocratie n'est pas un luxe pour nos pays africains, pour nous-mêmes? Est-ce que vous ne voyez pas qu'on nous a imposé un système qui n'est pas adapté à nos réalités et... Non, non, il ne faut pas dire comme ça. Parce que la démocratie, c'est quoi au fait? La démocratie, c'est ça l'erreur des Africains, d'avoir imité les Occidentaux. Je viens de vous démontrer qu'en 2007 déjà, ça ne marchait pas. Et pourquoi? Parce que vous dites séparation des pouvoirs. Mais quand vous avez le Parlement qui est acquis au chef de l'État, et donc il y a l'homogénéité de la majorité parlementaire et présidentielle. À ce moment, le pouvoir n'est pas séparé, elle est entre les mains d'une même personne. Où est la séparation des pouvoirs? Et donc, quand vous avez l'homogénéité de la majorité, ça va marcher. Mais quand vous n'avez pas l'homogénéité de la majorité, il faut faire la cohabitation. Ça ne va pas marcher. On termine. Donc, Oscar Moubiaye, est-ce que le problème, vous allez le dire en quelques mots seulement, le problème dans ce pays, est-ce que c'est celui de la loi fondamentale qu'il faut revoir ou carrément jeter à la poubelle comme c'est un chiffon de la Troisième République selon vos propres dires? Ou le problème c'est celui de l'éthique de l'homme congolais, diplômé ou pas, mais ses mentalités, sa culture, c'est un homme qui est disposé à faire mal à son pays et à diriger comme on le décrit. Pour plus vous me donner quelques mots, très rapidement, moi, Maître Oscar Moubiaye, s'il me demandait de proposer des changements, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous dirais que la Constitution a un lien direct avec le développement. Et le développement passe par quoi? Par la politique que nous avons mise en place de la décentralisation. C'est ça le développement. Et quand nous avons mis ça en place, la preuve, ça n'a pas marché. Donc, pour qu'on sorte de cette politique, il faut changer la Constitution. Le problème de l'ordre sécuritaire. La Constitution que nous avons, bon, appeler des belligérants, ce n'est pas mon propos. Toujours est-il que c'est une Constitution qui a été élaborée, non pas par les Congolais, et non plus pour les Congolais. Ça a été préparé par les étrangers et pour les étrangers. Même pour améliorer la qualité de la desserte en eau potable, électricité, être compétitif, aimer son pays, établir le distinguo entre sa propre poche et la poche, la caisse de l'État, tout ça, comment on appelle, nettoyer la ville, vous voyez comment elle est très sale, et par un assainissement bien planifié, et puis construire les routes, et tout ça, ça demande le changement de la Constitution. Permettez que je sois en mesure de vous répondre dans le même timing de temps que vous prenez pour me poser la question. Justement. Parce que vous me posez des questions, moi je dois avoir le temps pertinentes, de vous répondre. Pertinentes. Vos questions sont pertinentes, mais souffrez que mes réponses pertinentes ils soient accordées dans le même timing de temps. Donc si vous m'accordez 1-2 minutes, j'aurai épuisé ce que vous me dites. Vous prenez un exemple de gens qui confondent, vous m'avez parlé de l'IGF. Ok, l'IGF fait un travail formidable, on est bien d'accord. Sauf que, qu'est-ce qu'il nous faut? Nous avons l'IGF. L'IGF, c'est un inspecteur. Au-dessus d'un inspecteur, il doit y avoir un magistrat spécialisé. Nous avons des inspecteurs spécialisés, mais nous n'avons pas un parquet spécialisé. De sorte que quand on parle de détournement sur le lampadaire, vous allez envoyer le dossier au parquet qui juge des histoires du droit commun et non pas des histoires de finances publiques.
Et donc, on ne va rien y comprendre. Vous m'avez vu, moi, m'inviter dans le procès Caméré. C'était déjà pour apporter la réforme des choses. Bon, finalement, comme souvent on est incompris, on a dit que j'étais comme un cheveu tombé dans la soupe. Donc, il faut absolument qu'on crée un parquet financier, de telle sorte que quand on envoie les dossiers au parquet financier, les dossiers n'est pas vide et on ne libère pas les gens. Et donc, par exemple, vous m'avez parlé tout à l'heure de la Cour constitutionnelle. Vous avez compris qu'il y avait un procès célèbre de Matata, je ne sais pas où est passé. Moi, je me suis battu à la télé pour qu'il n'y ait pas un Premier ministre qui soit impuni. Mais vous savez que nous avons eu les difficultés parce qu'on nous a dit quoi? Qu'un Premier ministre, un ancien Premier ministre n'a pas de juge. Vous êtes allé à la cassation, on n'est pas compétent. Vous êtes à la Cour constitutionnelle, on dit qu'on n'est pas compétent. Quand vous prenez l'article 100... La Cour constitutionnelle est dans la procédure. Il y a eu le dernier communiqué, c'était quand? La dernière décision du président de la Cour constitutionnelle. Oui. L'avocat du partenaire oui. De la République autrefois Matata, l'avocat du Sud-Africain a dit que son client était malade. Vous connaissez la suite. Donc, nous vous donnons l'information quand même parce que vous êtes tout le temps en France. Non, j'ai cette information. Voilà. Donc, non, je suis tout là en France, mais avec un pied vraiment ancré dans mon pays. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire par là, très rapidement? Je dis, si la ville est sale, il faut changer la constitution pour la rendre propre. Souffrez que je vous réponde, oui. S'il vous plaît. Commençons par ce que vous venez de dire. Mais souffrez vraiment de m'accorder une minute, je vis de mon raisonnement. Moins d'une minute. Bon, très bien. Mais vous me posez une question, vous-même, vous prenez beaucoup de temps sur la question et vous me donnez... Je vous pose des questions pertinentes. Mais si vous me posez des questions pertinentes, souffrez que je vous apporte des réponses, peut-être pas pertinentes, mais que je les apporte. Parce que si je ne les apporte pas, on ne jugerait pas de leur pertinence. Prenons le cas. Alors, une minute, très rapidement. Prenons le cas des gouverneurs, la ville est sale. Très bien. Si la ville est sale, ça veut dire que le gouverneur est en faute. Il doit être responsable, mais devant qui? Ça voudrait dire que si nous ne sommes pas dans un régime parlementaire provincial et que nous sommes dans un régime où le gouverneur a été nommé, ça veut dire que le président de la République, qui apprend que le gouverneur ne fait pas son boulot, il le vire. OK? Ça, c'est la réponse. Or, dans l'état actuel, le président ne peut pas virer le gouverneur. Et comme le gouverneur ne fait pas peut-être son travail et qu'il y a des pluies diluviennes, ils vont vous dire que c'est la faute de Tshisekedi. Ça, c'est un. Deux, et enfin, vous me parlez de la Cour constitutionnelle. Alors, quand je vous disais que la Cour s'était déclarée incompétente, ça, c'est l'arrêt dit Kalouba. La Cour avait dit qu'elle était incompétente. Et nous nous sommes battus pour connaître ce qu'on appelle l'arrêt Kamoleta, et nous félicitons Kamoleta qui a finalement dit que la Cour était compétente. Et quand vous prenez le cas, Matata, ils sont allés à la Cour de cassation, la Cour de cassation s'est déclarée incompétente. Ils sont arrivés dans l'arrêt Kalouba, la Cour s'est déclarée incompétente. Normalement, il aurait pu naître ce qu'on appelle le conflit de compétences. Et le conflit de compétences est résolu. Je ne vais pas vous parler de la France, je vous parle de notre constitution, est résolu dans ce que l'on appelle la Cour constitutionnelle, tribunal de conflit. Souffrez, j'ai fini. Des tribunaux de conflit. Malheureusement, dans le conflit de compétences dans notre pays, la Cour constitutionnelle ne règle pas les conflits nés entre elles-mêmes Cour constitutionnelle et la Cour de cassation ou encore Conseil d'État. C'est que vous entraînez, que vous allez vous retrouver dans un dossier où la Cour, comme le cas Matata, où la Cour de cassation dit je suis incompétente et la Cour constitutionnelle dit qu'elle est incompétente et la personne devient non jugée. Et quand la personne n'est pas jugée, on va vous dire mais tu sais qu'elle fait envoyer les gens. Et d'ailleurs, il en a le mérite d'avoir envoyé les gens, même ses collaborateurs, devant la justice. Mais maintenant, pour sanctionner, ce n'est plus lui, c'est les juges. Et donc, quand maintenant on va voir les gens qui avaient détourné, qui continuent à être prévenus libres, et qui ne se gênent même pas de prendre la parole en public, parce que vous connaissez les prévenus libres dont vous avez cité, qui ont détourné beaucoup d'argent pour le peuple, mais qui vous disent qu'ils aiment le peuple. Merci. Et donc, enfin, ces prévenus libres-là, ils vont rester sans juge. C'est ça la conséquence de ce qui se passe dans notre pays. Voilà. Et comme on est sans juge, tout ça, c'est à cause de quoi? La Constitution qui ne prévoit pas ça. Voilà pourquoi cette Constitution-là, qui est un chiffon, il faut le déchirer et donc quitter de la 3e République vers la 4e République que je prends fondamentalement pour changer le régime parlementaire et deuxièmement et fondamentalement pour qu'enfin notre histoire s'écrive sur notre territoire et non pas ailleurs. Oscar Moubiaye, je vous remercie d'être venu, d'avoir échangé avec nous. Sentez que c'est un échange républicain avec des réalités qui sont matricielles,
et merci de vous avoir prêté à cet exercice ardu. C'est pas facile aussi d'être en face de moi. Têtu. Je vous connais coriace. Têtu. Et j'accepte à prendre tous les coups. C'est pour cela que j'invite toujours le débat pour qu'on ne soit pas dans le monotique. Mais avec vous, je vous connais coriace. Je vous ai déjà pratiqué. Je crois que le tout, c'est dans l'intérêt d'éclairer notre opinion. Et voilà, à vous de continuer cet échange de manière noble, sans injure, parce que la République nous est très chère. L'homme de l'ONG État des droits marche, avocat au barreau de Lille en France, qui reste attaché à sa patrie, à sa nation. Vous allez le retrouver très prochainement, avec le même plaisir. Portez-vous très bien sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Au revoir.